tous. Vous m'entendez? Parfaitement, on vous entend. Super. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Clarisse Watine, je suis directrice de l'information au monde des grandes écoles et universités, le média des managers et des ingénieurs d'aujourd'hui et de demain. Et je suis ravie d'être avec vous pour présenter, même à distance, cette table ronde consacrée au recrutement des jeunes ingénieurs et à leur intégration dans l'entreprise. Alors, je commencerai cette conférence par un appel un peu polémique, mais que vous êtes sans doute beaucoup à partager du côté des recruteurs. C'est au secours, on manque d'ingénieurs. Parce que si, comme nous venons de le voir lors de cette première table ronde, les ingénieurs sont formés et bien formés en France, ils ne sont pas encore assez nombreux pour aider les entreprises à répondre aux défis qui sont les leurs. Alors ce manque se ressent depuis plusieurs années. Il est devenu de plus en plus prégnant avec la crise Covid qui a replacé encore un peu plus les ingénieurs au cœur de la société et des activités qu'on dit désormais essentielles de notre pays: digital, santé, pharma, agroalimentaire, grande distribution ou logistique. Derrière tous ces secteurs se cachent des ingénieurs. Alors de fait, s'il n'est pas facile effectivement d'être un élève ingénieur en 2020, la situation des ingénieurs qui sont sur le marché du travail reste malgré tout et malgré le contexte enviable, avec un quasi plein emploi, avec un taux de chômage oscillant autour de 3%, ce qui fait rêver aujourd'hui, un salaire médian 2 fois supérieur à celui de l'ensemble des salariés français. Quand on regarde les chiffres de la dernière enquête d'ingénieurs et scientifiques de France, on voit que les ingénieurs français ont pris une belle part du gâteau, mais bonne nouvelle, il reste encore du gâteau. Alors, quel que soit leur domaine ou leur taille, les entreprises aujourd'hui ont besoin du renfort des ingénieurs et de fait, la guerre des talents fait toujours rage. Alors, quels sont les profils dont elles ont besoin? Quelles modalités de recrutement mettent-elles en place pour trouver la perle rare? Et surtout, qu'est-ce que les jeunes ingénieurs diplômés attendent d'elles pour leur premier emploi? Je vous propose d'écouter les réponses des experts qui vont débattre de ces questions dans l'heure qui suit. Je vous les présente. Valérie Vandermerch, bonjour. Vous êtes responsable talent acquisition du groupe Artelia, qui est un groupe international de conseil, d'ingénierie et de management de projets qui intervient dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. Vous intervenez également aujourd'hui au titre de Syntec Ingénierie et vous nous donnerez vos conseils pour attirer des jeunes ingénieurs sur vos métiers. Muriel Collin, je crois que vous êtes là également. Bonjour, vous êtes responsable recrutement mobilité carrière chez Nexter, qui est un architecte et systémier intégrateur français de la défense terrestre. Vous nous direz ce que vous attendez des jeunes ingénieurs qui vous rejoignent. Émilie Corchia, je vous ai vu aussi. Bonjour, vous êtes cofondatrice de My Job Glasses, qui a été élue meilleure entreprise EdTech en 2020 et qui a pour objectif de révolutionner la relation entre étudiants et professionnels en Europe. Vous nous direz comment vous comptez faire. Jérémy Lamry, je vous ai vu également. Bonjour, vous dirigez actuellement le pôle recherche et innovation de Job Teaser, qui est le leader européen de l'emploi et de l'orientation des jeunes. Vous êtes également l'auteur des ouvrages Innovation RH et les compétences du 21e siècle. Vous reviendrez notamment sur les fameuses soft skills qui semblent être les nouveaux must-have des recruteurs. Camille Morvan, bonjour. Vous dirigez actuellement, vous êtes chercheuse et experte mondiale en neurosciences. Vous êtes aussi cofondatrice et co-CEO de Goshaba, qui est un outil de recrutement basé sur les sciences cognitives qui permet aux candidats de prendre conscience de leur potentiel et de s'affranchir des biais du CV. Vous nous en direz plus. Antoine Martin, je vous ai vu également. Vous êtes ingénieur chargé d'études socio-économiques dans le groupe RATP. Vous êtes diplômé de l'École des Ponts Paris Tech en 2020. Vous êtes également titulaire d'un master politique publique administration publique de Sciences Po. Vous êtes le jeune diplômé du panel et vous nous raconterez ce que vous attendiez de votre entrée dans le monde professionnel et votre ressenti après quelques mois d'activité. Hugo Drieux, enfin, bonjour. Vous êtes président de l'association des alumni de l'EIDD. Vous avez participé à l'organisation de ce beau colloque et vous partagerez vos conseils avec les jeunes ingénieurs qui nous suivent derrière leur écran. J'en appelle d'ailleurs à celles et ceux qui sont derrière leur écran. Je vous invite à poser votre question via le chat pendant nos échanges et je me ferai évidemment votre porte-parole à la fin de cette conférence.
Maintenant que les présentations sont faites, reprenons notre appel d'introduction. Au secours, on manque d'ingénieurs. Valérie Van der Merch, je crois que vous partagez ce constat. Qu'en est-il dans les entreprises de Syntec Ingénierie et chez Artelia en particulier? Alors, dans les entreprises de Syntec Ingénierie, dans les différentes études qu'on a pu faire, on a à peu près 4% d'effectifs de postes non pourvus systématiquement tous les ans, nous, on embauche quand même 90% d'ingénieurs et on a une vraie difficulté à remplir l'ensemble des missions qu'on a à pourvoir. Et vous, Muriel Collin, dans l'industrie de la défense, comment ça se passe? Je partage ce constat. Depuis ces 3 dernières années, Nexter affiche une dynamique extrêmement positive et nous avons recruté de façon très importante là, une grosse partie d'ingénieurs. Et sur certains postes d'ingénieurs, effectivement, nous n'avons même pas de candidature parfois. Lesquels, par exemple? Tout ce qui touche à l'ingénieur du numérique. Ça va de l'ingénieur en logiciel embarqué à l'architecte système, à la cybersécurité, au système d'information. Et là, effectivement, on peine à recruter sur ces profils-là. Donc, le constat est clair, on le voit avec vous et avec les intervenants qui ont pu parler pendant le reste du colloque. Les entreprises ont besoin d'ingénieurs, mais encore, comme vous le dites, faudrait-il savoir desquels et pourquoi faire, parce que la notion même d'ingénieur et des métiers d'ingénieur est encore assez floue pour certains, notamment pour les jeunes au moment de l'orientation, tant la diversité des métiers qu'on peut exercer quand on est ingénieur est vaste. Émilie Corchias, est-ce que vous constatez chez My Job Glasses, vous m'avez dit que beaucoup de jeunes faisaient des études d'ingénieur un peu par hasard ou par la force des choses, parce qu'ils étaient bons en sciences, parce qu'ils étaient bons en maths. Dites-moi un petit peu plus. Bonjour Clarisse. Vous avez raison, en effet, c'est les retours qu'on a des jeunes. Nous, on a créé un observatoire du premier emploi pour leur donner la parole et mieux comprendre comment ils se projetaient. Et ce qui en ressort, c'est que 41% des jeunes à l'issue de leurs études, même après un bac+5, n'ont toujours pas d'idée précise des métiers qu'ils veulent faire. Donc en effet, je fais une école d'ingénieur. Très souvent, les choix d'orientation se font par défaut. J'avais des bonnes notes en terminale, du coup, j'ai pu aller en classe prépa. La suite logique, c'était d'intégrer une école d'ingénieur. Et puis là, je suis formée, j'ai des connaissances, je suis ingénieur, mais ingénieur, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et face à moi se trouvent plusieurs opportunités. Et je ne sais pas forcément toutes les opportunités disponibles. Je ne vois pas forcément toutes les entreprises qui recrutent face à moi. Et je peux aller dans plein de voies différentes sur lesquelles je suis un petit peu perdue. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes nous disent massivement. Ils n'arrivent pas forcément à se projeter dans un métier, à avoir une vraie vision de ce que va être leur quotidien. Et d'ailleurs, toujours dans cette même étude, on se rend compte que 60% des jeunes choisissent leur premier emploi par hasard ou par nécessité, et que très souvent, ça ne leur plaît pas, et qu'ils sont 46% à quitter leur emploi avant la fin de la première année. Et comment vous pouvez les aider chez My Job Glasses? Je ne vais pas y arriver. Alors nous, ce qu'on propose chez My Job Glasses, c'est que pendant leurs études en école d'ingénieur, mais aussi dans d'autres études possibles, ils puissent aller, année après année, rencontrer des professionnels qui sont ingénieurs pour leur poser des questions, comprendre leur quotidien, pouvoir se projeter dans le métier. Très souvent, ça se transforme en opportunité de stage ou d'alternance. Et c'est le vrai moyen aussi. Alors, je vais rejoindre Jérémy tout à l'heure parce qu'il y a un vrai côté aussi développer ses soft skills, qui va être quelque chose qui va intéresser les recruteurs aussi, mais qui va être rassurant aussi quand vous allez postuler après un emploi. Donc, soit via le réseau, via les échanges que vous allez avoir, les opportunités vont arriver toutes seules. Soit vous pourrez aller postuler sur des job boards en étant plus rassurant, puisque quand vous allez rencontrer un recruteur, vous allez lui dire que vous savez pourquoi vous êtes là, que vous n'êtes pas là par hasard, que vous vous êtes constitué au cours de vos études un réseau de professionnels qui fait ce métier-là, et que vous avez compris les tenants et les aboutissants du métier, que vous avez compris quelles étaient les différentes missions, à quoi ressemblent les journées, et que du coup, c'est par pure conviction que vous êtes présent et que vous avez envie de vous lancer dans cette carrière et dans ce métier-là.
Donc, effectivement, le réseau et le fait de se projeter, c'est aussi très, très important. C'est là qu'interviennent également les alumni. Hugo Drieux, comment ça se passe à l'EIDD? Comment est-ce que vous accompagnez justement les étudiants à se projeter? Et puis, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Vous m'avez dit que vous les invitiez à aller voir un peu plus loin, à la fois en termes de perspective, mais aussi en termes de poste. Racontez-moi un petit peu. Le réseau, comme a mentionné Madame Corchia, c'est absolument fondamental. Et pour avoir la capacité de pouvoir accéder à ce réseau, on conseille énormément à nos étudiants, comme vous avez noté, d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin, en fait, c'est sortir un petit peu du sentier battu sur lequel on a pu observer, puisque lorsqu'on a envie d'être ingénieur, lorsqu'on est jeune, on est motivé par un aspect technique, peut-être un métier en particulier, et on essaye, en les faisant rencontrer d'autres personnes, des personnes qui sont déjà diplômées, des personnes du monde de l'entreprise, de les pousser à imaginer qu'il existe peut-être un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Et notamment, on avait organisé un forum entreprise pour essayer de pouvoir mettre en lien justement ce monde professionnel et les jeunes et de pouvoir leur faire découvrir qu'il existe une multitude de métiers et que c'est plutôt dans cet axe-là qu'il faudrait qu'ils orientent leurs recherches pour pouvoir augmenter leur chance de trouver non seulement un métier qui les intéresse, mais également qui puisse les faire développer dans la suite. Ok. Donc, du coup, finalement, ces ingénieurs, ils ne connaissent pas vraiment toutes les subtilités du marché du travail. Et en plus, Jérémy Lamry, je crois qu'ils ne se connaissent pas très bien eux-mêmes non plus. C'est le constat que vous faites, si je ne me trompe pas. Oui, oui, exactement. En fait, chez Job Teaser, on avait cette approche pendant très longtemps de permettre aux jeunes de découvrir le marché. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a près de 3 ans avec une dynamique différente qui était de se dire, en fait, le marché et la personne, c'est 2 faces d'une même pièce. Et si on veut que les jeunes puissent prendre des décisions qui sont utiles pour le marché, mais surtout utiles et bénéfiques pour eux-mêmes, c'est important qu'ils se connaissent bien. Et donc, c'est un processus réflexif. Je regarde par exemple Émilie et ce qu'elle fait avec My Job Glasses. Ça a un pouvoir réflexif énorme. Oui, ça permet de constituer un réseau, mais surtout, ça permet en fait de se retrouver dans des situations grâce à des interactions où on peut se poser les bonnes questions sur soi-même, sur le marché. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a près de 85% des jeunes qui sont incapables, par exemple, de définir leurs intérêts professionnels. Ou à peu près autant qui sont incapables, enfin un peu plus même, qui sont incapables de définir leurs valeurs professionnelles. Autrement dit, ce dont ils ont besoin pour être engagés et motivés dans une aventure professionnelle. Et donc, en fait, comment est-ce que c'est possible de choisir le bon métier, la bonne offre d'emploi, la bonne entreprise, quand on ne sait même pas ce à quoi on est sensible? Donc oui, ça part de là. Et de fait, leur CV ne reflète pas vraiment toujours leur profil, d'autant que les ingénieurs ne sont pas encore très connus pour leur qualité de grands communicants. Et c'est là que l'outil que vous développez avec Goshaba intervient, Camille Morvan. Racontez-nous un petit peu. Oui, exactement. Donc, l'idée de Goshaba, c'est de révéler le potentiel des candidats et des candidates. Alors, de révéler un potentiel qui est aussi objectif que possible en mesurant à la fois les soft skills, mais aussi certaines compétences techniques. Là où vraiment on se distingue d'autres outils, c'est sur les soft skills en particulier. C'est hyper important de révéler ce potentiel, non seulement aux entreprises et aux recruteurs, mais parfois aussi aux candidats et aux candidates eux-mêmes et elles-mêmes qui ne connaissent pas forcément exactement leur potentiel. Je dirais même que je pense qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre la capacité d'une personne à se vendre et sa valeur réelle quand il ou elle arrive en entreprise. Donc, nous, on aime bien justement cette idée de rendre le marché du travail un peu plus juste et voilà, de permettre de refléter le potentiel réel des candidats et des candidates. Et en faisant ça, donc on a développé des outils qui sont scientifiquement très précis. Moi, je suis chercheuse en neurosciences et on a utilisé donc ces technos-là. Mais on a gamifié aussi les jeux. Et le fait de gamifier les jeux… Aux ingénieurs, ça. Hein? Ça plaît aux ingénieurs, la gamification. Ben, on est un peu une boîte d'ingénieurs quand même. Donc, voilà. Et l'avantage de gamifier, c'est que déjà, ça enlève un petit peu la pression pendant la phase de recrutement. Ça permet aux personnes de répondre d'une manière honnête, voilà, d'enlever cette pression-là. Et ça permet aux entreprises de montrer le meilleur d'elles-mêmes parce qu'il y a vraiment cet enjeu pour les entreprises d'attirer les candidats et les candidates. Donc ça, c'est des qualités et un potentiel donc, que les jeunes ingénieurs vont pouvoir vendre aux recruteurs. Mais justement, quelles sont les qualités que recherchent ces recruteurs? C'est là que je vais faire tomber le mot de la journée qui est celui des soft skills, un terme incontournable qui devient
un peu fourre-tout, pour ne pas dire bullshit parfois. N'est-ce pas, Jérémy Lamry? Oui, ouais, tout à fait. C'est marrant parce que ce midi, justement, j'animais une session sur Clubhouse à ce sujet-là, puisque il y a quelques années, moi, j'ai fait mon doctorat sur certaines aptitudes et comportements qui, quand elles sont mises ensemble, forment des compétences qu'on appelle les soft skills. Mais aujourd'hui, on met vraiment tout et n'importe quoi derrière les soft skills, et à tel point d'ailleurs qu'on utilise un mot anglais pour en parler. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de référentiel commun de soft skills, par exemple, entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde professionnel. C'est une raison pour laquelle il est très compliqué pour un étudiant aussi bien de se connaître sur ses soft skills que d'en parler, parce qu'il n'y a pas de langage commun. Et ça, c'est un projet sur lequel nous, on travaille aujourd'hui, mais ça commence effectivement par remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce que sont les soft skills et ce qu'elles ne sont pas. J'entends souvent dire que les soft skills sont par exemple des compétences comportementales. C'est vrai en partie, mais la créativité, l'esprit critique, la pensée systémique, ce sont des compétences qui sont qualifiées de soft skills et qui ne sont pas uniquement comportementales, qui ont un volet cognitif extrêmement important. Donc les soft skills, pour faire court, c'est la capacité à réfléchir et à interagir avant tout. Voilà. Ok, donc là, vous avez fait le loto bingo de toutes les soft skills, entre guillemets, qu'on peut retrouver chez les recruteurs aujourd'hui. Vous, Antoine Martin, qui êtes jeune diplômé, est-ce que ça vous parle, cette histoire de soft skills? Est-ce que pour vous, ça colle bien avec l'ingénieur que vous êtes? Et est-ce que vous pensez avoir été assez formé à ça, finalement? Alors, en fait, je crois qu'il y a un peu deux questions sur les soft skills. Il y a une question de est-ce que je sais travailler avec d'autres gens qui regroupent un peu tout ce qui va dans l'interaction, etc., qui est un truc qu'au fond, on acquiert en école avec des projets collectifs, souvent, aussi en stage, beaucoup. Et puis, il y a aussi tout cet aspect, est-ce que je suis capable de transmettre le message que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire, j'ai fait mon boulot d'ingénieur, mon projet, il est clair, c'est aligné, je connais en détail ce qu'il faut. Bon, est-ce que je suis capable de transmettre ce message correctement à la personne en face de moi? Et là, pour le coup, ça, c'est plutôt un truc de stage ou un truc de soutenance, etc. Et là, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Après, il faut regarder aussi ces aspects-là, mais souvent, on englobe aussi d'autres trucs qu'on n'a pas forcément à vraiment voir avec des soft skills, qui sont par exemple des compétences techniques de rédaction, qui n'ont rien qui sont purement techniques. Bien sûr. Et Camille Morvan, est-ce que justement cette mise en avant des soft skills, c'est ça qui est à même de faire tomber les biais qui sont liés au CV de jeunes qui ne savent pas forcément bien se vendre? Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi la revanche des mauvais communicants? Alors, on espère que oui. Le truc, c'est qu'évidemment, il y a deux sujets en un dans votre question et qui rebondissent sur ce que Jérémy disait. C'est qu'est-ce qu'on entend par soft skills. Donc, il y a une étude qui est parue il y a 2 ans sur LinkedIn qui disait que 91% des recruteurs considèrent les soft skills comme étant le point le plus important à mesurer chez les candidats. Mais évidemment, à partir du moment où c'est un mot fourre-tout et qu'on peut tout mettre dedans, c'est normal que tout le monde pense que ce soit super important. Donc, nous, on a effectivement, ce que disait Jérémy, nous, on a défini notre propre taxonomie de ce qu'on met dans les soft skills. Et je rejoins ce que dit Jérémy, nous, on se base sur les sciences cognitives. Donc, on mesure ce qui nous paraît mesurable de manière juste et non biaisée, d'une façon qui est confortable pour les candidats et les candidates. Donc, ça ne veut pas dire qu'on mesure tout, ça veut dire qu'on mesure tout ce qui se mesure et qui peut être essentiel pour un job. Après, du coup, est-ce qu'il y a quand même des biais ou pas? Évidemment, nous, on s'assure qu'il n'y a pas de biais dans les tests qu'on crée, donc pas de biais de genre, pas de biais d'âge, etc. S'il y a des populations qui risquent d'être défavorisées par ces tests, on le prévient en amont, on dit si vous vous sentez discriminé par ces tests, ne les faites pas. Donc, on élimine en fait la partie biais du CV, donc la partie qui est purement marketing, branding personnel du candidat ou de la candidate. Après, on n'élimine pas, évidemment, on n'élimine pas tous les biais parce qu'on ne se substitue absolument pas aux recruteurs. On est un processus d'aide à la décision. Donc, nous, les entreprises avec lesquelles on travaille sont très, très engagées dans l'idée d'avoir plus de diversité dans les recrutements. Et je pense que c'est important, alors pour en venir particulièrement aux ingénieurs, je pense que c'est très important pour les ingénieurs parce que moi, je vois de plus en plus d'ingénieurs qui deviennent tout sauf ingénieurs dans leur carrière future.
et qui utilisent leur diplôme pour faire toutes sortes de choses. Et donc là, ce qui est justement hyper important à valoriser, ça sera moins les compétences techniques et ça sera plus difficile par rapport à ce que disait Antoine de dire regardez, j'ai fait un projet sur tel sujet, parce que si on change complètement de métier, c'est compliqué. Donc là, les tests et les évaluations vont être intéressantes pour ça, en fait, pour mettre en avant les points forts des candidats et des candidates dans une nouvelle carrière. Ok. Donc, si je reprends un peu le process de recrutement, alors le candidat idéal se connaît, a fait le bon CV, il a rencontré son recruteur, ça a matché avec l'entreprise. Prochain défi pour l'entreprise cette fois, c'est de savoir le garder, puisque la fidélisation des collaborateurs et des jeunes collaborateurs est évidemment cruciale, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas toujours simple. Muriel Collin, par exemple, qu'est-ce que vous mettez en place pour faciliter l'intégration de vos jeunes ingénieurs chez Nexter? Quelles sont vos bonnes pratiques? Oui, alors effectivement, une fois que le jeune ingénieur arrive et est recruté, il est important de l'accompagner dans son parcours, hein, en termes d'intégration. Et pour bien travailler, il faut effectivement être bien intégré, bien managé et pouvoir se développer. Hein. Donc, pour cela, on a ce qu'on appelle des entretiens d'intégration avec la RH, hein, un tutorat aussi, hein, avec le manager ou un opérationnel, hein, qui est là pour accompagner le jeune, hein, tant sur les aspects technicité, méthodologie, outils, hein, mais aussi sur l'aspect organisation et comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des points importants. Et je voulais revenir sur l'aspect soft skills, où là, nous, dans le parcours, dans le process de recrutement, effectivement, bon, on regarde cela essentiellement le RH, hein, l'opérationnel, il est plus là pour regarder l'aspect technique, mais on lui dit de regarder l'intégration du jeune dans une équipe, dans un collectif. Hein, parce qu'une performance, ce n'est pas des performances individuelles les unes accolées les unes aux autres, mais une performance globale. Hein. Et c'est important que le jeune puisse être dans comme on dit, un casting gagnant, hein, sur cette équipe. Hein. Donc là, c'est vraiment un point important. Et l'aspect soft skill, je rejoins je crois que c'est Camille qui le disait tout à l'heure, c'est aussi de regarder de la projection sur un parcours de carrière. Hein. Nous, c'est d'autant plus vrai que dans le secteur de la sécurité et de la défense, hein, on est sur des contrats appelés long terme. Hein, un véhicule, un système blindé, c'est 40 ans de durée de vie. Hein, donc des compétences qui se construisent dans la durée. Donc cette notion de fidélisation est encore plus importante. Et pour cela, on doit offrir des parcours très diversifiés. Hein, moi, j'ai démarré comme ingénieur en mécanique et puis en deuxième partie de carrière, j'ai évolué en RH. Hein. Donc cet aspect soft skill, c'est aussi pour pouvoir basculer d'un métier à un autre si effectivement la personne le veut et si l'opportunité est là. La fameuse hybridation dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous, Valérie Van Bromersch, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous mettez en avant justement ces pratiques pour fidéliser vos jeunes collaborateurs? Alors, un peu comme Muriel, on a tout un parcours d'intégration qui est clé. Alors, premier sujet, c'est que déjà, on est très, très fan de l'apprentissage et du recrutement des stagiaires de fin d'études. Donc, moi, j'en accueille, on a à peu près 200 stagiaires par an, sur toutes les années d'études et une centaine d'alternants. Et on doit en embaucher à peu près 50% à la fin de leur stage ou de leur contrat, parce qu'après, il y en a d'autres qui veulent aussi faire autre chose. Et pour nous, c'est important parce que ça permet d'acculturer et de leur faire découvrir l'entreprise au sens large. Ensuite, quand les gens rentrent dans l'entreprise, on a du parrainage, des buddies, du tutorat, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Et on essaie de les mettre en situation très vite en leur faisant aussi rencontrer d'autres personnes dans l'entreprise qui font d'autres métiers. Voilà, donc ces réseaux internes sont vraiment essentiels pour nous. Et puis, je pense qu'en termes de fidélisation, on n'a pas beaucoup de départs la première année. C'est quand même assez rare. Ni en période d'essai, ça reste assez anecdotique. Je pense que ce qui est aussi important, c'est le sens que les jeunes vont trouver dans leur métier. Et on a la chance dans les métiers de l'ingénierie d'avoir des métiers porteurs de sens concret. Et on dit, nous, en tout cas chez Artelia, assez fréquemment que les ingénieurs sont les artistes du monde d'aujourd'hui et de demain. Et nous, on vit avec des artistes. Voilà.
Moi, je viens pas de l'ingénierie initialement. Je travaille dans d'autres secteurs et il y a 7 ans, je suis tombée dedans chez Artelia et je suis époustouflée de voir la passion qu'animent les collaborateurs au quotidien, l'esprit d'innovation, l'agilité, voilà. Et pour revenir sur les soft skills, je suis d'accord avec Jérémy et Camille et Émilie, c'est un fourre-tout. Quand j'ai fait mes études il y a longtemps en RH, on parlait de savoir-être, de savoir-faire, enfin, voilà, il y a plein de choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la crise qu'on a passée cette dernière année a permis de mettre en avant qu'on a besoin de gens qui savent gérer l'incertitude et qui savent voilà, s'adapter à toutes sortes de situations. Et concrètement, je vois que nous, on a réussi à vraiment très bien s'adapter. Et les ingénieurs ont cette capacité d'adaptation, de flexibilité, de penser différemment, de voir un peu en dehors de la boîte classique. Et ça, Et c'est c'est vraiment vrai un facteur important. Et c'est vrai que la flexibilité, c'est vraiment un mot important aujourd'hui, notamment avec toutes les nouvelles modalités de travail. Et d'ailleurs, l'intégration, c'est pas toujours facile. Ça l'est encore moins quand on commence un job en télétravail. Émilie Corchia, je crois que vous avez eu déjà des retours à ce sujet. Racontez-nous un petit peu. Ouais, non, c'est assez compliqué, en ce moment et donc on a eu de nombreux clients qui nous ont demandé de l'aide pour voir justement comment, mieux intégrer, des jeunes qui commencent, à distance, qui ne connaissent pas leurs collègues, qui arrivent, parfois très jeunes en stage ou en alternance. Et donc ce qu'on a mis en place nous, c'est une facilitation en fait, de l'onboarding puisqu'en fait on avait déjà des ambassadeurs, donc des personnes dans l'entreprise qui expliquaient à des jeunes qui ne faisaient pas partie de l'entreprise à la base, leur métier et qui étaient dans cette idée de réseau dont je parlais tout à l'heure, mieux faire connaître le métier, donner envie aux jeunes de rejoindre l'entreprise. Et donc là, on a transformé ces ambassadeurs aussi sur des programmes internes où en fait tous les jeunes de moins de 30 ans qui rentrent dans l'entreprise, qu'ils soient en stage, en alternance, voire en premier emploi, vont aller rencontrer des collaborateurs de l'entreprise qui sont ambassadeurs, soit sur des métiers directement liés à ce qu'ils font eux, soit dans d'autres équipes. Mais ça va leur permettre de mieux comprendre l'entreprise aussi, malgré la distance, et de pouvoir créer du lien social. Parce que de manière plus large, et nous, c'est quelque chose qui nous a marqué pendant ces crises, ce que nous disent les jeunes, c'est qu'ils sont en recherche de lien social. C'est compliqué en ce moment, les cours à distance. Parfois, on se retrouve face à un écran noir avec un professeur de l'autre côté, mais il n'y a pas de lien qui est créé. Et donc, dans ces échanges avec les professionnels, que ce soit en interne dans l'entreprise, voire même des professionnels à l'extérieur, c'est aussi du lien social qu'ils retrouvent. Et c'est aussi la capacité de mieux connaître, d'avoir quelqu'un qui est là pour les aiguiller, les orienter, répondre à leurs questions. Et ça, en ce moment, quand on est jeune, ça n'a pas de prix. C'est clair, on n'a jamais eu autant envie de se retrouver à la machine à café. Vous, Antoine Martin, c'est ce que vous vivez justement en ce moment. Alors, je crois que vous avez commencé votre job dans la petite fenêtre de tir entre deux confinements. Donc, vous avez pu quand même aller boire 2-3 cafés à la machine avec vos collègues. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Oui, en fait, moi, j'ai commencé tout début septembre. Donc, en fait, j'ai eu 2 mois de chance. Et puis ensuite, en gros, à partir où j'ai été autonome, c'est fini. Donc, on est passé sur un autre mode. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus… disons qu'il est d'autant plus facile d'avancer avec un certain nombre de difficultés d'ordre organisationnel quand on n'a pas de difficultés d'un point de vue technique. C'est-à-dire quand on connaît un peu son chef ou son référent technique, qu'on est un peu solide sur ses connaissances et qu'on a un chef qui est capable de nous renforcer quand on en a besoin, etc. Et donc, en fait, parce que les deux, ça communique énormément. Si on commence à avoir des problèmes dans son travail vraiment et que ça s'amplifie avec des problèmes de relations, là, la chose capote. Quand on arrive à avoir le support technique dont on a besoin, et alors ensuite, même s'il y a des petits accros, on arrive à maintenir moins de liens avec les collègues, hein, c'est vrai, on arrive quand même à s'en sortir et ça avance. Très bien. Alors, on parle d'intégration, on parle aussi de fidélisation. Et quand on parle de fidélisation, il est impossible de ne pas aborder un thème auquel les jeunes sont très sensibles aujourd'hui, c'est la RSE. Alors, voilà encore un mot qu'on entend beaucoup, certes, mais à raison, puisque selon l'étude Deloitte Millennial Survey 2020, l'environnement est la priorité numéro 1 pour les générations Y et Z. Alors, tout l'enjeu pour les entreprises, c'est d'avoir de vrais engagements en la
la matière et de ne pas jouer sur le greenwashing ou le social washing. Émilie Corchia, je crois que la RSE, vous en entendez beaucoup parler aussi. Non, c'est extrêmement important et aujourd'hui, l'initiative qu'on porte, elle s'inscrit clairement ici. C'est l'entreprise qui tend la main aux jeunes parce qu'il y a clairement une idée de recrutement à la clé, mais pas avec tous les jeunes qu'on rencontre. Donc, on rencontre parfois des jeunes qui ont 15 ans, qui sont encore au lycée, qu'on ne va pas embaucher tout de suite. Il y a un vrai rôle à jouer aussi sur les femmes, mettre en avant des rôles modèles pour aller parler à des lycéennes et aller leur dire que oui, il faut aller en classe prépa, il faut aller faire une école d'ingénieur, que oui, elles ont tout à fait leur place dans ces écoles. C'est là que ça se joue. Et finalement, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est un vrai engagement, en fait. Donner du temps de ses collaborateurs pour tendre la main à des jeunes, pour expliquer ce qu'on fait. Et puis le retour qu'on a des collaborateurs, et nous, qui nous fait extrêmement plaisir, c'est que très souvent, ils nous disent au départ qu'ils pensaient être ceux qui allaient donner, mais qu'en fait, l'échange, il est dans les deux sens et qu'eux-mêmes en ressortent totalement enrichis, que ça leur permet de prendre du recul sur leur carrière et que du coup, à la fin, c'est du gagnant-gagnant. Mais on est vraiment dans cette démarche-là de dire l'entreprise a aussi son rôle à donner et l'entreprise est aussi là pour s'assurer que les jeunes aient une vraie connaissance du marché du travail, une meilleure connaissance des métiers et des entreprises et ça passe par ces échanges-là aussi. Et vous, Antoine, Martin, justement, ça vous parle, toutes ces questions de RSE? Est-ce que pour vous, c'était important? On dit souvent que la rémunération n'est plus le critère number one pour un étudiant. Bon, ça reste quand même à peu près dans le top 3, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais est-ce que pour vous, justement, cette fameuse quête de sens dont on parle tant, c'est ce qui vous drive? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question de quête de sens plutôt qu'une question de ne pas être contre-productif dans l'avenir de soi et ses semblables. Parce que y a tout un objet, c'est-à-dire vous parlez de greenwashing, en fait c'est assez amusant parce qu'en fait greenwashing ça commence quand on utilise le mot vert. En fait ça veut rien dire. Mais quand on commence à utiliser le mot vert, généralement c'est qu'on fait un truc, c'est pas tout à fait ce qu'on essaye de dire. Et moi je pense qu'au fond les entreprises devraient beaucoup plus se méfier de ça parce que ça devient totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'une entreprise comme on voyait récemment un géant des hydrocarbures dire voici le premier cargo vert de gaz naturel en Europe. C'est-à-dire il y a vert, il y a naturel, c'est une aberration incroyable, c'est une catastrophe climatique, mais on essaye de nous le vendre. Et je pense que ces boîtes-là perdent à peu près toute crédibilité vis-à-vis des gens sérieux. Et peut-être qu'elles en gagnent un tout petit peu sur quelques personnes qui ne regardent pas trop dans le détail. Mais en fait, tous leurs bons candidats, ils ont disparu. Donc, il y a une vraie question là-dessus. Après, moi, je fais partie des… Enfin, je veux dire, je suis rentré à la RATP parce qu'il y avait une volonté de service public plus ou moins, enfin, je veux dire, ou du moins, disons, de service général, si on peut cacher ça derrière une expression un peu vague. Mais ce n'est pas forcément une quête de sens positif, c'est plutôt une quête de sens non négatif, je pense, qui anime aujourd'hui la plupart des jeunes. Ok, donc le message est clair pour les recruteurs. Quand vous parlez vert, ça sent le sapin pour tout le monde. Jérémy, je crois que la RSE, c'est un terme que vous n'aimez pas beaucoup non plus. Vous n'aimez pas les soft skills, vous n'aimez pas la RSE, vous parlez d'éthique plutôt. Pourquoi? C'est quoi la nuance justement entre la RSE un peu fourre-tout et l'éthique? C'est pas que j'aime pas, c'est simplement qu'il y a des utilisations qui en sont faites aujourd'hui qui font qu'il n'y a plus de sens en fait derrière, il n'y a plus de sens réel derrière ces mots et les représentations sociales qui en ressortent finissent par dégrader même les concepts qu'ils représentent. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est que les soft skills, c'est quelque chose par exemple qui est fondamental dans la société dans laquelle on vit. C'est le réel facteur de performance dans une organisation. Et à côté de ça, la RSE, moi, ça me fait penser plutôt à bilan RSE, communication employeur, ce genre de choses-là. Alors que derrière, moi, ce que j'entends, c'est plutôt un engagement à atteindre des résultats d'une certaine manière. Et en fait, c'est ce que je place aussi derrière, ce que je place derrière l'éthique, c'est-à-dire le système de valeurs avec lequel on s'engage pour aller dans une direction donnée. Et si on regarde le sujet de la RSE de cette manière-là,
en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que la RSE, ça touche tout un tas de choses derrière, ça touche tout un tas de choses. Et plutôt qu'un terme extrêmement connoté comme la RSE, je préfère un terme d'éthique qui est encore un petit peu plus neutre pour quelques mois, en tout cas en Europe, et derrière lequel on peut mettre des choses comme par exemple la notion de justice sociale ou la justice tout court, la notion de transparence des algorithmes, la notion de responsabilité environnementale, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire responsabilité environnementale? Est-ce que ça veut dire d'éviter la dégradation de l'environnement ou de favoriser la préservation de l'environnement? Enfin, vous voyez, ça nous emmène vraiment dans des sujets qui touchent à notre système de valeurs, c'est-à-dire quelle société on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ou non pour y arriver. C'est ça l'éthique. Et finalement, ça renvoie aussi un peu à un autre mot très à la mode aujourd'hui qui est celui d'entreprise à mission, d'utilité sociale, c'est ça? Oui, oui, mais très à la mode, mais pour le coup encore assez nécessaire parce que le sujet d'entreprise à mission, il n'est pas trop mal cadré pour l'instant et pas trop tordu encore. On n'a pas encore trop vu d'entreprise qui arrive à tordre le système. Ça va finir par venir, hein, comme tout bon système. Mais pour le moment, ouais, ce qui se passe derrière les entreprises à mission, c'est assez intéressant. Je dis ça et en même temps, je pense à Emmanuel Faber qui vient de se faire dégager. Donc, Il n'est pas donc, complètement ça y est, dégagé, en fait, il est encore président, si je ne me trompe pas. oui, Il n'est oui, plus oui, directeur oui. général, il n'a plus les fonctions de direction générale, mais il est encore Non, là. bon, en fait, je retiens ce que j'ai dit, ça y est, le système est tordu. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile de transformer les paroles en actes en matière de RSE et les jeunes sont très attentifs à ça. Quand on a une promesse en la matière, il faut la tenir. Alors, ce n'est pas toujours facile de parler de RSE dans des domaines un peu particuliers, notamment Muriel Collin, je pensais à la défense. C'est un peu moins facile de parler de RSE. Oui. Clarisse, pardon, j'en profite pour rebondir, mais dans l'enquête qu'on a faite auprès des 11 000 jeunes en 2020, on a découvert un truc assez intéressant qui était qu'en fait, ce n'est pas le fait que les entreprises polluent qui gênait les jeunes, c'était le fait qu'elles essayent de le masquer et qu'elles mentent. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des jeunes qui sont parfaitement prêts à aller bosser chez Monsanto, chez Royal Tobacco ou je ne sais pas quoi. Ça ne leur pose pas de problème à partir du moment où les choses sont claires. Parce qu'après, du coup, il y a le boulot et il y a leur vie. Et les jeunes, en fait, ils sont vraiment pleins de paradoxes. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent juste pas qu'on essaie de leur raconter des salades. C'est clair. Et alors justement, Muriel Collin, je reviens à vous. C'est pas toujours facile de parler de RSE dans un domaine comme celui de la défense. Quels sont les retours que vous avez des candidats et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour casser un peu les clichés justement et leur raconter la vérité sur les activités de votre entreprise? Oui, alors c'est clair que quand le jeune ou le candidat vient en entretien, bon, il a déjà, je dirais, mûri le sujet. Un certain nombre sont ont un côté, je dirais, un peu patriotique hein, sur donner du sens à l'action, hein, sur effectivement notre domaine d'activité, la défense et la sécurité du pays. Le RSE se concrétise par une entreprise plutôt citoyenne, hein, avec le respect de ses salariés. On a un accord sur l'égalité professionnelle, que ce soit de la diversité des genres, le handicap, depuis presque 15 ans maintenant. On a ce qu'on appelle des engagements citoyens avec un partenariat avec le ministère des Armées pour réinsérer dans la vie civile des militaires blessés au combat. On alloue 12 jours de congés annuels souvent on a des jeunes ingénieurs qui sont réservistes hein, et donc pour partir sur leur réserve, on leur alloue 12 jours de congés supplémentaires. Hein, donc tout ça, c'est des actions vraiment concrètes. Hein, et puis quand effectivement maintenant de temps à autre, les jeunes ingénieurs arrivent en entretien et voient que les salariés ont des gobies sur les bureaux, qu'on a des poubelles pour trier. Ils notent ça. Hein. Très bien. Alors, je vois l'heure qui passe, va malheureusement falloir conclure cette table ronde. Et pour la conclure, je vous propose de faire ça sur une note positive avec un conseil. Quel est le conseil qui tue que vous pourriez donner tous à un jeune ingénieur qui se frotte au marché du travail pour qu'il trouve le job, la boîte de ses rêves ou en tout cas qui correspond à ses attentes? Je commence peut-être par vous, Émilie.
Qu'il multiplie les rencontres et les opportunités. Et surtout qu'il ose, parce qu'on a souvent peur qu'en face, on n'ait pas de répondant, alors que les gens sont prêts et aiment parler de leur métier, surtout s'ils sont très techniques. Dites-vous qu'il y a très peu de personnes avec qui ils peuvent parler de métiers très techniques. Donc, ils sont ravis de vous avoir curieux face à eux et de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, osez, allez-y et renseignez-vous bien avant de vous lancer dans un job. Et vous, Jérémy, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Enfin, ça rejoint Émilie. Émilie a tout dit, hein, mais j'ai envie de dire tester. Tester par des stages, Par tous les moyens tous les possibles. moyens possibles. Ok. On est en Europe, on peut tout faire. Et alors, du côté des recruteurs, Muriel Collin, Valérie Van Bromersch, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Eh bien, même si il semble qu'ils n'ont pas toutes les compétences, qu'ils n'ont pas le CV qui va bien, eh bien, de quand même candidater, hein, et puis effectivement d'oser, de tester. Hein, ça rejoint ce qui vient de se dire, hein, et puis d'être ouvert à tous les possibles. Hein, vraiment, cette ouverture et cette curiosité est vraiment très, très importante. Hein, ne pas rester uniquement se dire je ne pourrai pas ou ce ne sera pas possible, hein, mais vraiment être ouvert. Hein. Ouais, je leur dis qu'il y a énormément de moyens de se renseigner aujourd'hui, que ce soit avec Job Teaser ou d'autres, il y a énormément de possibilités d'aller s'immerger un peu dans les entreprises. Et surtout dans les métiers de l'ingénierie, il y a vraiment tout ce qu'on a envie de faire. Et on a le droit de se tromper. Moi, je leur dis, voilà, vous avez le droit de vous tromper. On a droit à erreur et on en fait plein dans la vie. C'est comme ça qu'on progresse. Et voilà, venez découvrir les métiers, renseignez-vous. Et de toute façon, vous n'aurez que de bonnes surprises dans votre parcours. La vie est longue. Voilà, donc il faut en profiter. Camille Morvan, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, vous? Alors, ça tombe bien parce que je voulais rebondir sur la RSE, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Parfait. Moi, je conseille aux jeunes de ne pas abandonner du coup leur éthique, leur rêve, que ce soit comme Antoine le disait, dans le sens, j'essaie de ne pas trop faire le pire ou dans un sens beaucoup plus inspirationnel. Je voulais juste dire que nous, Gochaba, ce sur quoi on s'engage avec nos clients, c'est sur la diversité, l'inclusivité, et ce n'est pas juste une tarte à la crème. Je pense que, en tout cas, nous, les clients avec qui on travaille sont prennent ça très au sérieux. Je l'ai beaucoup entendu dans ce que disait Muriel aussi. C'est un commentaire qu'il y a eu dans le chat. Dans RSE, il y a un S pour social. C'est vraiment très important que les entreprises prennent à cœur cette partie-là, parce que la partie environnementale, parfois, est beaucoup plus compliquée, en fait, et le social, on peut avoir un gros impact tout de suite. Et notamment sur ce point-là, aussi, je voudrais que les jeunes se rendent compte que le management évolue, parce que les entreprises évoluent pour faire face au changement climatique, aux problématiques sociales, etc. Et une entreprise qui reste sur un système de management archaïque ne peut pas prendre en charge les nouvelles évolutions. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée, pour moi, pour les jeunes aujourd'hui, de bien entendu continuer à suivre leur étoile polaire à eux, parce que le système est en train de changer forcément, les entreprises sont en train de se réinventer, et que ce n'est pas la peine de vendre son âme au diable pour aller dans un job qui nous correspond pas, en fait, parce que le monde change de toute façon. Absolument. Hugo Drieux, vous aviez déjà donné quelques conseils. Un petit dernier pour la route? Je pense que le conseil le plus important que je pourrais donner aux jeunes étudiants, c'est de prendre en compte le facteur temporel. Lorsque vous postulez pour un travail, il ne faut pas penser que c'est à l'instant T. Je ne postule pas, je ne candidate pas à l'instant T, je candidate pour plus tard. Et je fais un petit peu appel, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait 46% des jeunes qui quittaient leur emploi à la suite de la première année. C'est très important de voir une partie de son futur dans une entreprise à long terme, parce que l'employé, surtout quand il est jeune, il se développe au cours des années. Et comme l'a dit Madame Collin, l'entreprise, elle va également développer ces personnes parce qu'ils en ont un besoin, peut-être une nécessité d'évolution dans l'entreprise. C'est donc extrêmement important à mon goût, le message de faire passer, qui est prenant en compte le facteur temporel. Votre place à l'entreprise, elle n'est pas définie à T égale à 0, elle est définie à 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans. Et en prenant en compte ce facteur-là, vous allez voir qu'il y a une panel de questions qui vont s'ouvrir à laquelle vous allez devoir répondre ou bien laisser en question et voir un petit peu ce qui peut se passer. Antoine Martin, je vous laisse le mot de la fin. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui serait dans votre situation l'année dernière, finalement, cette année, en 2021, il se retrouve comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Je crois que le tour a été fait sur les conseils pour obtenir des offres. Donc, je vais donner un conseil pour choisir une offre. Choisissez le poste qui vous permettra d'avoir le suivant. Non, mais en termes d'évolution,
Le suivant dans la même entreprise ou dans une autre alors? Parce que c'est pas très valorisant pour les recruteurs, ça. Peu importe, la question c'est de choisir un poste qui va apporter à la personne qui choisit des compétences en plus, des connaissances en plus et qui va le pousser vers ce qu'il a envie d'être. C'est comme ça qu'il va être motivé tout au long de son poste. Donc next step tout de suite, quoi. Super, merci beaucoup à tous. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, je me permets de vous les poser. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais je crois qu'on a un peu rattrapé quand même, donc tout va bien. Vous la citiez tout à l'heure, Camille Morvan, une question de spectateur anonyme qui nous dit, vous parlez de RSE, on entend parler du E, mais pas assez du S. Or, le social est aussi important. Émilie, par exemple, ou Jérémy, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Émilie. Merci. Non, et c'est vrai, et c'est extrêmement important, et de plus en plus d'entreprises le prennent en compte. Donc, dans le S, il y a plein de choses. Il y a comment on traite ses salariés et comment on fait en sorte de s'assurer qu'on crée une ambiance de travail qui soit intéressante, comment on se comporte vis-à-vis de l'extérieur, et notamment des jeunes qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui et deviennent une considération extrêmement importante, notamment du fait de la crise. On voit avec le plan Un jeune, une solution, énormément d'entreprises qui s'engagent et qui ont envie de tendre la main aux jeunes aussi. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, je vais renvoyer un petit peu à ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure. C'est aussi les valeurs de l'entreprise qui ressortent. Et les jeunes ont besoin de se reconnaître aussi dans ces valeurs-là. Et quand ils choisissent une entreprise, ils vont choisir aussi parfois une entreprise qui leur ressemble, et en tout cas une entreprise qui a des valeurs d'honnêteté et de réalité entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Je te laisse compléter, Jérémy. Merci, Émilie. Je peux vous citer un peu, nous, on a, chez Job Teaser, on est en train de travailler justement pour tous les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises et nous-mêmes, sur une charte éthique, et on a donc on a abandonné un peu cette idée de RSE pour aller vraiment vers une notion plus englobante d'éthique, et on a plusieurs catégories. On a le premier qui est justice et l'équité, on a le deuxième qui est la promotion des valeurs humaines, ensuite le troisième qui est la contribution à la société, le quatrième qui est la notion de privacy, je ne me rappelle plus comment on dit en français, notion ensuite de responsabilité et de rédibilité, autrement dit notre obligation d'acteur de devoir rendre des comptes, la notion de sécurité, d'intégrité, la notion de transparence des algorithmes, puisqu'en tant qu'acteur digital, on est de plus en plus confronté, et tout le monde y est confronté aujourd'hui. Là, je voyais une question sur l'IA et le tri des CV, par exemple, c'est de ça qu'on parle. Notion de contrôle humain et de suivi de la technologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que l'humain a toujours la décision et qu'il n'est pas biaisé dans sa prise de décision. Et enfin, la protection de l'environnement. Je vois une main levée. Isabelle Masson, vous souhaitiez prendre la parole? Pas du tout. Si? Voilà, oui. Voilà, oui. Vous êtes là. Oui, je suis là. Moi, je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à ce qu'on dirait aux candidats et aux nouveaux collaborateurs, surtout qu'ils osent dire que peut-être qu'ils se sont trompés, parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gens qui partaient durant la première année d'intégration dans une société. Je trouve ça dommage à la fois pour le jeune et à la fois pour l'entreprise. Et donc, il y a des jeunes qui démissionnent comme ça, qui quittent l'entreprise sans oser dire. Aujourd'hui, je pense que les entreprises sont beaucoup plus tolérantes et ont un besoin de séduction des candidats et des collaborateurs. Et du coup, il y a toujours une porte qui s'ouvrira et une redirection qu'on pourra leur proposer, quoi. Voilà. Si j'ai un message à passer, c'est privilégier le discours et accepter qu'on s'est trompé pour mieux rebondir ensuite. Bien sûr. Antoine, je vois que vous levez la main également. Oui, moi, je voulais ajouter un point sur l'articulation entre le S et le E, parce qu'en fait, les deux se parlent énormément, et le même phénomène que décrivait Jérémy tout à l'heure sur la responsabilité environnementale fonctionne aussi sur la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où finalement l'honnêteté devient le vecteur principal, et donc là, je rejoins totalement quand il parle d'éthique. C'est qu'au bout du compte, si demain on va travailler dans une boîte horriblement qui
vide des entreprises pour faire des plus-values financières ou autres, si on le sait, mais qu'elles ne se cachent pas derrière un écran de fumée, et ça va être assez important. Après, je pense que finalement, sur le S de RSE, les industries de défense ont peut-être eu une certaine longueur d'avance à un moment, je ne sais pas si elle persiste encore, mais dans cette capacité d'avoir quelque chose de patriotique, avoir plus de liens avec certaines choses. Je ne sais pas si c'est utile de l'aborder. Peut-être une toute dernière question qui était sur le chat également. Quid de l'utilisation de l'IA dans le tri des CV? Qu'en pensent les recruteurs? Et qu'en pensez-vous, Camille Morvan? Pardon, j'enlevais mon micro juste parce que comme on a du machine learning dans la techno et que j'ai reçu le prix Women in AI de l'année dernière de Capgemini, le tri, donc nous, ce sur quoi on travaille énormément, et ça rejoint la question de l'éthique dont on parlait, c'est utiliser de l'intelligence artificielle de manière brutale sur du tri de CV, c'est s'exposer à d'énormes risques parce qu'on sait que j'ai beaucoup parlé des biais humains dans le recrutement, mais il y a également les biais du coup algorithmiques. Donc, comme d'habitude, un outil digital qui s'est entraîné sur des données biaisées va reproduire ces biais-là. Donc, nous, ce qu'on observe et la raison pour laquelle on est très précautionneux sur l'usage du machine learning dans l'outil, c'est qu'on n'utilise pas le machine learning pour la sélection des candidats, mais uniquement pour l'amélioration des outils de mesure. Voilà, moi, vu l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui, je participe à une table ronde hier justement sur l'IA. Il y a encore beaucoup trop de biais algorithmiques et d'incertitudes sur ces techniques-là pour l'utiliser en fermant les yeux, quoi. Oui, puis pour ajouter, je pense comme on a une pénurie de profils, le sujet, c'est pas tant de sélectionner par l'IA, c'est vraiment c'est la rencontre entre les gens. Voilà, c'est la rencontre entre un candidat et une entreprise, et l'entreprise, c'est pas elle qui décide, hein, c'est vraiment ensemble. Après, les biais, ils existent. Nous, on forme énormément, que ce soit les recruteurs ou les managers, à justement lutter contre les préjugés, les biais. Et puis comme on est en recherche de profils, et de tout profil, hein, comme le disait Muriel, la diversité, elle est essentielle. Et la richesse des équipes, c'est justement avec des gens très différents. À tel point qu'on entend tout le temps parler des mêmes soft skills. Moi, j'ai aussi des profils qui rentrent dans l'entreprise, qui sont peut-être moins dans des esprits collaboratifs, parce que c'est pas leur mindset, mais on en a aussi besoin. Et on a des ingénieurs fabuleux qui savent peut-être pas communiquer, mais qui travaillent de manière fabuleuse, et c'est de les mettre dans des équipes où justement ils vont pouvoir s'épanouir et faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà, il n'y a pas que des grands communicants, et on a besoin de tout le monde, et chacun trouve sa place. Voilà. La complémentarité est importante. L'ingénieur n'est pas tout seul devant son ordi, il est surtout en équipe. Merci en tout cas pour toutes vos interventions, et qu'on sans doute très bien éclairé de nombreux participants qui étaient derrière leur écran.